Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, je continue à répondre aux questions des lecteurs. Et aujourd'hui, la question des lecteurs, c'est est-ce que c'est vraiment passif, quand on arrive au bout de ses investissements, de vivre de ses investissements immobiliers? Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de revenu passif? Alors qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce qu'on peut qualifier des revenus d'un investisseur immobilier locatif comme des revenus passifs? On va dire, moi j'entends la question, moi, comme quand vous avez atteint l'indépendance financière, on va dire que vous avez un certain nombre de biens et puis que vous avez arrêté, on va dire, une activité salariée parallèle. Alors, moi j'aurais envie de dire plutôt oui, avec un ou deux bémols près pour pas trahir la vision. Pour moi, finalement, être libre financièrement et avoir des investissements passifs, c'est globalement ne pas avoir de chef, ne pas être le chef et être libre de son planning. Alors, ne pas avoir de chef, ça se comprend, hein, on veut être libre, qu'on ne nous explique pas ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, quand on doit prendre nos congés, etc. Ne pas être le chef, pour ceux qui l'ont été, ça peut se comprendre, parce que quand il y a de l'humain, qu'on doit manager des gens, etc., bon, il y a toujours des problèmes, des compromis à faire, des choses à gérer, des congés à accorder, des conflits, les refuser à l'un, les accorder à l'autre, etc. Bon, c'est des choses quand on veut être libre, qu'on ne veut pas avoir à gérer. Être le chef, ça peut être contraire. Et être libre de son temps, parce qu'on peut être libre de son planning, pouvoir faire un peu ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Alors, si on reprend les trois aspects, finalement, ne pas avoir de chef, quand vous vivez de vos investissements immobiliers, vous n'avez pas de chef. Donc ça, c'est fait. Ne pas être le chef, ça, vous n'avez pas de salarié. Donc, on va dire, vous êtes un peu le chef, on va dire, avec vos artisans, avec des prestataires. Mais c'est pas pareil que quand vous êtes salarié et que vous êtes responsable d'un groupe, on va dire, où vous ne pouvez pas battre en retrait. Là, si un artisan avec qui vous avez des problèmes, hop, vous le virez, vous en prenez un autre, et puis vous ne le reverrez pas. Donc, vous n'avez pas à être le chef, et encore ça je le dis, c'est si vous continuez vos investissements immobiliers avec des investissements avec travaux. Si vous avez fini, que vous me dites, voilà, moi par exemple, il me faut 10 appartes pour avoir ce que je veux, vous les avez, et puis que vous avez arrêté d'investir, vous n'avez pas cette problématique-là. Et après, être libre de son planning, vous l'êtes quand même pas mal. Vous ne faites pas du 8h-19h tous les jours, on ne vous dit pas, vous ne devez pas aller au bureau tous les matins, vous ne devez pas y aller quand vous êtes à moitié malade quand même, etc. Alors vous pouvez avoir des petites contraintes quand il y a un problème chez un locataire, quand il y a les changements de locataire à faire. Bon, la plupart du temps vous êtes libre, ça va vous emmerder quand vous êtes parti en vacances, en voyage, etc. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, même si globalement quand vous faites que ça, vous n'avez pas envie de déléguer à une agence et puis ça vous occupe, etc. Vous gérez, et puis de toute façon, ça a souvent moins de risques de gérer tout seul. Vous avez quand même peut-être fait une petite diversification géographique ou par précaution vous en avez laissé un en gestion à une agence. Bon voilà, vous en passez à un autre. Vraiment vous avez une contrainte à ce moment-là avec l'agence. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance maintenant quand les gens vous connaissent. Vous pouvez avoir des relations qui vous font la visite, etc. À qui vous offrez un petit cadeau, un remerciement, et puis voilà. Après oui, il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent être moins passifs, quoi. Le premier qui me vient à l'esprit, ça va être les relations que vous devez avoir avec l'administration. Même quand vous êtes investisseur immobilier avec un patrimoine constitué, et puis vous ne faites pas forcément de nouveaux investissements, vous pouvez avoir des relations avec l'administration. Ça peut être pour votre imposition sur le revenu, pour les trucs quand vous faites du LMNP, CFE, etc., imposition plus locale, taxes foncières. Ça peut être avec les agences nationales de l'habitat quand vous faites du conventionnement, ça peut être avec la CAF quand vos locataires en bénéficient, que vous la fassiez verser directement ou non, vous pouvez avoir des demandes de la CAF pour confirmer des choses. Voilà, ça peut être toutes ces relations avec des administrations qui parfois ont un côté un peu moins passif finalement parce que ça rappelle un peu un contexte où vous n'avez pas votre choix d'interlocuteur, c'est pas comme avec vos artisans pour le coup là, la personne de l'administration que vous avez en face, vous devez faire avec. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser, il y a des personnes très bien dans l'administration, mais on va dire que globalement, c'est quand même là qu'on va le plus souvent croiser des gens, soit qui ne sont pas des foudres de guerre, mais qui sont de bonne volonté, soit des gens qui au contraire ne sont pas de bonne volonté, soit des gens qui sont assis un peu sur leur certitude et vous prennent de haut, même quand ils sont dans leur tort. J'ai encore un exemple la semaine dernière, quelqu'un d'une administration que j'avais au téléphone,
qui m'expliquait qu'il fallait telle pièce pour tel dossier, qu'il fallait fournir les diagnostics électriques, alors que j'avais devant moi le texte, comme quoi pour un logement de moins de 15 ans, il ne fallait pas fournir les diagnostics électriques. Donc la personne était censée vérifier quelque chose, elle ne connaissait pas les règles établies par le propre organisme pour lequel elle travaillait, mais elle me soutenait mordicus que j'avais tort, alors que j'avais le texte devant les yeux établi par son institut de tutelle. Donc voilà, c'est là en fait, un peu sur ces aspects où ça ne va pas être totalement passif, parce que il y a des trucs, quand on est investisseur, on est plutôt quelqu'un d'actif, de proactif, d'efficace. En principe, quand on a des relations avec l'administration, il y a deux mondes qui s'entrechoquent et ça peut user un peu, et on peut le ressentir comme quoi, voilà, c'est pas juste tomber des revenus, on a quand même quelques efforts à faire et pas les efforts, on va dire, agréables de ce qui nous plaît. Donc je dirais, grosso modo, avec moi, ma vision des choses, je pense qu'effectivement, quand on a atteint l'indépendance financière grâce à ces investissements immobiliers locatifs, on peut considérer que ce sont des revenus passifs. Alors sauf pour ceux qui continuent comme avant, hein, on va dire, qui fait vraiment des projets complexes, etc., des travaux, qui continuent à investir, ça n'a jamais été purement passif. Mais ça ne l'était pas avant, ça ne le sera pas maintenant. Si on va dire qu'il considère qu'il a son patrimoine constitué, qui ne fait plus d'investissement ou qui en fait, on va dire, des faciles, parce que voilà, parce qu'il a du cash et puis que ça lui plaît, on peut quand même considérer que c'est relativement passif. Et voilà, moi les deux formules qui traduisent ça, pour moi, ce qu'est un investissement passif et ce qu'est la liberté financière, c'est d'une part ne pas avoir de chef et ne pas être le chef, et d'autre part travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'estime qu'on est peut-être pas à 100,0%, mais on est à plus de 90% atteint avec un patrimoine immobilier locatif sur ces deux phrases. Et donc à partir de là, je considère que on est plutôt dans ce qu'on peut appeler des revenus passifs. Voilà, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Bon, j'ai échappé à l'orage, j'ai de la chance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, qui est toujours en tête de la section immobilier d'Amazon et qui va bientôt atteindre les 1000 commentaires avec une moyenne de 4,8 sur 5, donc ce qui est pas mal. Et puis le petit nouveau qui est sorti il y a quelques mois, qui est sa suite, qui s'appelle 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, et qui là, on va dire, le complète par vraiment des aspects purement pratiques et des questions pratiques que peut se poser un investisseur immobilier, et où je vous apporte ma vision des choses. Alors soit la réponse quand c'est purement réglementaire, ou soit quand c'est un peu plus subjectif, la réponse, qu'est-ce que moi, avec mon expérience, j'aurais fait dans une telle situation. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez à la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne.